Bonjour. Oui, donc on va repasser à des préoccupations cliniques et en particulier prénatales. Et donc je vais vous parler de notre expérience dans le séquençage d'exome en prénatal dans les anomalies du corps calleux, en essayant d'en tirer quelques conséquences intéressantes sur le plan pratique. Alors vous le savez, hein, les anomalies de développement du corps calleux, c'est la malformation cérébrale la plus fréquente. Elle est plus fréquente chez les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement. Et on peut distinguer plusieurs types d'anomalies. Alors ça, on parle souvent des agénésies, hein, donc qui peuvent être totales ou partielles. Mais il peut y avoir aussi des dysplasies, ce qui en fait traduit un groupe d'anomalies du corps calleux qui sont pas des agénésies, mais des corps calleux un petit peu, j'allais dire, mal fichus. Les causes des anomalies du corps calleux, en tout cas les causes connues, elles sont essentiellement génétiques. Dans les causes environnementales très clairement établies, on a l'alcoolisme fœtal, mais en dehors de ça, on ne connaît pas grand-chose sur les causes environnementales et très probablement il y en a d'autres. Et les causes génétiques sont, comme toutes les causes génétiques, des causes chromosomiques et des causes monogéniques avec une hétérogénéité génétique majeure qu'on comprend bien quand on regarde un petit peu le mécanisme de développement du corps calleux qui implique un grand nombre de voies de signalisation. Le gros problème en prénatal, puisque maintenant les anomalies du corps calleux se voient, j'allais dire quasi systématiquement à l'échographie du deuxième trimestre et pas avant, puisqu'à 12 semaines, à l'écho du premier trimestre, on n'a pas encore la formation du corps calleux hein, qui se forme plus tard dans la grossesse. La grosse question, c'est celle du pronostic et en particulier du pronostic neurodéveloppemental. Vous voyez qu'on est toujours dans la question de la déficience intellectuelle, puisque la sanction peut être extrêmement sévère, soit la poursuite de la grossesse, soit l'interruption médicale de grossesse. Et là, pour les parents, c'est vraiment un espèce de tsunami d'avoir à prendre une décision sur une incertitude absolument majeure, puisqu'on sait qu'une anomalie du corps calleux, en particulier si elle est isolée, peut donner rien du tout, c'est-à-dire un enfant strictement normal, ou alors une déficience intellectuelle qui peut être de gravité variable, allant jusqu'au polyhandicap. Alors, ce qu'on sait grâce aux travaux de Marie-Laure Moutard autour de 2010, mais c'était assez nouveau à l'époque, c'est que quand l'anomalie du corps calleux est isolée, le pronostic est globalement favorable dans 80% des cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle dans environ 80% des cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des troubles d'apprentissage, en particulier d'apprentissage scolaire, ce qui signifie que dans 20% des cas, il y a une déficience intellectuelle. Ce qu'on peut dire aussi, il n'y a pas besoin d'avoir fait toutes ces études d'exome pour le dire, c'est que le pronostic va dépendre de la cause. Et que la majorité des causes sont génétiques. Alors vous voyez là que, en fait, quand on fait des études génétiques chez les enfants, enfin chez les patients qui ont une anomalie du corps calleux avec déficience intellectuelle, on a des CNV dans 15% des cas, le plus fréquent étant l'infdel-dup du 8, et on a des mutations ponctuelles, enfin des anomalies moléculaires, dans 45% des cas. Mais ça, c'est sur une cohorte, déficience intellectuelle avec anomalie du corps calleux. Ce qu'on a fait en 2018, alors c'était assez nouveau à l'époque, hein, c'est qu'on a mis en place le séquençage de l'exome en cours de grossesse dans les anomalies du corps calleux fœtal, dans l'idée d'aider les couples à prendre des décisions et de lever au maximum l'incertitude. C'était tout type d'anomalie du corps calleux, isolée ou associée. Le seul critère qui était important et qui l'est toujours, c'est que le résultat puisse aider les couples à prendre une décision. C'est-à-dire que j'insiste un peu là-dessus parce que pour moi, c'est un point important sur l'exome prénatal. Je trouve que ça n'a pas de sens de faire un exome prénatal, c'est-à-dire de mobiliser, parce que quand même pour les laboratoires, c'est une mobilisation importante pour rendre un résultat assez rapidement. Ça n'a pas de sens de le faire si de toute façon le couple a décidé d'arrêter la grossesse ou si de toute façon le couple a décidé de poursuivre la grossesse, quel que soit le risque de handicap. On peut faire un génome après la naissance, qu'il soit vivant ou non.
Et par contre, si ça peut aider les couples, on le fait. Et ça a aidé aussi des couples quand l'anomalie était associée. On a fait, enfin, une des conditions de ce projet de recherche, puisque c'était un projet de recherche au départ, c'était que ce soit en trio. Parce que, enfin, bon, je pense qu'on a tous la même expérience en prénatal, avec un phénotype incomplet, les duos ou les solos, c'est vraiment, j'allais dire, casse-gueule. Donc ça a abouti à une première publication à partir de 65 fœtus avec anomalie du corps calleux, ce qui a permis de transférer ce séquençage d'exomes en soins courants et également de proposer un parcours de soins en prénatal en cas d'anomalie du corps calleux fœtal, qui associe, disons, un parcours de soins assez classique avec donc la PLA pour le séquençage d'exomes, mais avec également, et j'y reviendrai, une IRM cérébrale pour chacun des 2 parents, parce qu'il y a des formes transmises d'anomalies du corps calleux qui sont ignorées. Bon, une IRM cérébrale fœtale, ça c'était programmé, et l'implication des neuropédiatres pour discuter du pronostic. Alors notre cohorte actuellement, elle a à peu près 400 patients. J'ai ressorti les chiffres pour 369. Le terme médian de diagnostic, il est à 26 semaines. Donc ça veut dire que le laboratoire, il est quand même hyper performant, hein, puisque le diagnostic se fait en général vers 22 semaines. On a défini les anomalies du corps calleux associées. C'est toujours compliqué de définir ce que c'est que quelque chose d'associé. Associé à quoi? On a défini les anomalies du corps calleux associées comme associées à une malformation majeure et ou de signes mineurs, mais c'est très empirique, on peut discuter de ça. En tout cas, la grande majorité de notre cohorte, c'est des anomalies isolées, ce qui est assez logique, hein, puisque c'est la question du pronostic qui est en jeu, et quand c'est associé, on a plutôt l'habitude de dire que le pronostic est moins bon. On se trompe, mais on peut se tromper, mais on a l'habitude de dire ça. Et puis on a distingué ce qu'on a appelé les anomalies du corps calleux mécaniques, c'est-à-dire quand il y avait un kyste interhémisphérique ou un lipome péricalleux, parce que là on pense que le mécanisme de l'anomalie du corps calleux, elle est liée à une cause mécanique, c'est-à-dire le corps calleux ne peut pas bien se former autour de ce lipome ou ce kyste. Bon, là aussi, on peut discuter de cette classification, mais elle est assez efficace finalement dans les résultats. Bon, le rendement diagnostic global, donc la médiane de rendu, elle est de 19 jours, mais vous voyez qu'on a eu des résultats en 6 jours. Le rendement diagnostic global, il est de 26%. Bon, ça correspond à la littérature sur le sujet. Dans les anomalies associées, on a 29% de rendement. Dans les anomalies isolées, on a 26,5% de rendement. C'est pas si différent que ça, mais je pense qu'on a un biais sur les anomalies associées. Pas d'anomalie génétique dans les causes dites mécaniques, ce qui correspond bien à ce qu'on pensait, même si un jour ou l'autre, on va probablement trouver une anomalie. Donc je vous ai dit que ça correspondait à cette méta-analyse qui a été faite sur les anomalies du corps calleux qui retrouve un pourcentage à peu près similaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de voir s'il y avait une différence selon l'anomalie calleuse. Est-ce que c'est différent d'attendre un enfant qui a une agénésie du corps calleux, qu'elle soit complète ou partielle? Vous savez, à une époque, on disait c'est plus grave si c'est partiel. À une autre époque, on a dit c'est plus grave si c'est total. Il y avait plein de très mauvaises raisons pour dire tout ça. Et donc nous, on a essayé de voir si c'était différent quand c'était complet ou partiel, et surtout si c'était différent quand c'était dysplasique. On a l'impression, faudra confirmer ça, mais on a l'impression que le pronostic est moins bon quand les corps calleux sont dysplasiques que quand ils sont agénétiques, que agénésie complète, agénésie partielle, il n'y a pas beaucoup de différence, et que ce qui nous pose question beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les corps calleux courts, dont il est toujours impossible en prénatal de dire formellement qu'il n'y a pas une agénésie partielle très minime. Donc sur les corps calleux courts, il y a encore du travail, à mon avis. Alors vous voyez que l'hétérogénéité génétique, on l'attendait, hein, c'est un peu comme dans la déficience intellectuelle. La plupart des gènes sont trouvés une fois, parfois 2 fois. Mais vous voyez qu'on a quand même un top 5 ou 6. Et ce qui est intéressant dans ce top 5 ou 6, c'est ce gène dont je vais vous parler, qui s'appelle DCC, parce que c'est un gène de bon pronostic. Et donc là, on change le paradigme
du diagnostic prénatal dans les malformations, puisqu'habituellement, quand on dit il y a une cause génétique, on va dire c'est mauvais. Eh ben, il y a des causes génétiques qui sont de bons pronostics. Et l'exemple du corps calleux n'est pas le seul exemple, hein. On a cet exemple-là aussi dans les cardiopathies, par exemple, où on a des cardiopathies dont on sait que l'anomalie génétique va permettre de dire que c'est un bon pronostic sur le plan du développement intellectuel. Les modes de transmission, comme attendu, hein, c'est de nouveau dans 70% des cas. Un mot, parce que je vois qu'il faut que je finisse. Sur ce gène DCC, qui est un gène qui a été identifié par Christelle, qui est encore avec nous, oui. Sur une de nos familles, là vous voyez une famille pour laquelle l'anomalie du corps calleux se transmettait de génération en génération. Et ça n'inquiétait plus personne dans la famille, hein, parce que tout le monde allait bien. Mon bébé n'a pas de corps calleux, bah oui, ma mère non plus, mon grand-père non plus. Donc Christelle a montré que ce gène DCC était responsable de cette anomalie calleuse avec une pénétrance très incomplète. C'était un gène qui était déjà impliqué dans les mouvements miroirs. Et puis on a identifié un deuxième gène de bon pronostic là assez récemment qui est ZEB1. Alors vous connaissez ZEB2, hein, qui est responsable du syndrome de Mowat-Wilson, qui est quand même pas un bon syndrome sur le plan neurodéveloppemental. Et ben ZEB1, c'est un bon syndrome sur le plan neurodéveloppemental. C'est un gène qui était connu dans les dystrophies cornéennes et qui maintenant est associé avec une pénétrance incomplète aussi à une anomalie du corps calleux, souvent une agénésie totale ou partielle. Tout ça à partir d'une famille qu'on a vue et qui avait un développement parfaitement normal. Alors, un mot sur les IRM parentales pour dire qu'on trouve une anomalie. Je pense que le chiffre de 9% est un peu surévalué, mais on trouve une anomalie dans un nombre non négligeable de cas, ce qui peut aider quand même, sauf sur le lié à l'X. Et un dernier mot sur les IMG pour dire qu'une des questions qui se posait, c'était est-ce qu'en faisant un examen génétique de plus, on allait augmenter le nombre d'interruptions médicales de grossesse. Et en réalité, non, on ne l'augmente pas. On a plutôt tendance à le diminuer sur les anomalies du corps calleux isolé, parce que les personnes qui ont un exome sans anomalie sont confiantes pour la suite de la grossesse. Et l'étude qu'on est en train de mener, qui est sur les enfants nés après exome sans anomalie, semble montrer qu'ils ont raison d'être confiants, parce que l'immense majorité d'entre eux et à un développement normal. C'est une étude qui est en cours. Donc j'espère vous avoir montré l'apport majeur de l'examen prénatal dans cette situation d'incertitude qui est l'anomalie du corps calleux pour améliorer l'information, aider à la prise de décision. J'ai évidemment pas le temps de vous parler de nos variants de signification inconnus. Et la question centrale maintenant, c'est le risque résiduel après exome sans diagnostic. Je remercie tous ceux qui ici ont participé à cette étude et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vraiment un sujet au cœur de nos pratiques de toutes les semaines, je crois, en CPDPN. On est confronté à ces situations-là, les discussions avec les gynécos, les neuropédiatres. Une question, Laurent. Alors justement, Delphine, tu dis à la fin, la question résiduelle, c'est le risque résiduel. Qu'est-ce que tu dis au couple, toi, donc une fois que l'exome est normal? En fait, c'est pas tellement une fois que l'exome est normal que je dis au couple, c'est quand je les vois pour la première fois pour discuter un petit peu de tous les enjeux. J'essaye d'éviter les chiffres maintenant, mais ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, c'est que quand l'exome est sans anomalie et que ça reste une anomalie isolée, après l'IRM, on est dans 95% des cas rassurants. Évidemment, il y a des choses qui nous ennuient, par exemple le syndrome d'écardie. On sait que ça peut donner une anomalie du corps calleux isolé en prénatal chez une fille avec des formes sévères. Il y a 2 syndromes d'écardie dans la cohorte postnatale. Mais globalement, on est quand même très, très rassuré quand l'exome est sans anomalie. Et c'est confirmé un petit peu par notre cohorte postnatale, parce qu'on suit donc beaucoup d'enfants qui ont... Ça fait à peu près 6 ans qu'on fait de l'exome. Donc les enfants qui ont plus de 6-8 ans, ils n'ont pas eu d'exome prénatal. Et dans cette cohorte-là, on a plus de 80% des enfants qui ont un développement normal. Et quand ils ont un développement normal, on ne trouve pas leur anomalie génétique. Donc c'est probablement un modèle. J'ai été très intéressée par évidemment tout ce qui se passe sur le LoPro, parce qu'il y a probablement un modèle qui est multifactoriel, environnemental très probablement aussi.
Bon, on va devoir passer, désolé, à la suivante. Il y a une question de chat, ouais, allez, pour là. Alors, je remonte. L'exome est réalisé seulement dans le but d'aider les couples à prendre une décision. Ne serait-il pas utile également pour une future grossesse et une meilleure prise en charge dès la naissance? Alors, pour une future grossesse, ça n'a pas du tout d'intérêt, puisque dans ces cas-là, ce qu'on dit aux parents, c'est qu'on va faire le génome en postnatal, soit après l'IMG, soit après la naissance. Aider à la prise en charge, on n'a pas tellement d'exemples qui permettent d'aider à la prise en charge. Peut-être dans les maladies métaboliques, par exemple le déficit en PDH, mais l'enfant va d'emblée pas bien. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse dire que ça aide à la prise en charge. Et avez-vous fait des IRM cérébrales de contrôle chez les enfants diagnostiqués en prénatal? Systématique. Entre 3 et 6 mois, on les fait. On suit tous les enfants. On propose de suivre tous les enfants en postnatal et ils ont leurs IRM entre 3 et 6 mois.